Merci Ludovic pour cette introduction. Je vous invite maintenant à venir nous rejoindre pour démarrer la troisième et ultime table ronde de la matinée. À vos côtés, nous accueillons donc Éric Lefiot, président du CIPEMI, syndicat professionnel des entreprises du multiservice immobilier et du facility management. Nolwenn Pigot, responsable marketing et digital chez Elior Service. Et Jérôme Penouat, président de l'IFMA France, International Facility Management Association. Pour commencer, on le voit bien, le modèle du coworking a largement évolué. Il ne s'agit plus uniquement de s'adresser aux startups ou aux freelances, comme l'a souligné Ludovic, mais également aux entreprises aujourd'hui, qui sont de plus en plus ciblées. Est-ce que, Jérôme, cette première question pour vous, est-ce que c'est bien cette évolution qui rend pertinent le fait aujourd'hui d'associer FM et coworking dans une même discussion, ce qui était quand même loin d'être le cas il y a 2 ou 3 ans? Je vais vous demander de reformuler la question si vous voulez bien. Est-ce que, on voit bien que le coworking a énormément évolué, il s'adresse aujourd'hui aux entreprises. Oui. Est-ce que c'est cette évolution qui fait que nous, on peut s'y intéresser quand on parle de FM? Je pense qu'il faut revenir aux raisons pourquoi le coworking a du succès. Le coworking a du succès parce qu'en fait, c'est un produit quasiment sur étagère. Aujourd'hui, on peut aller chercher sur plusieurs étagères puisqu'il y a différentes offres sur le marché. L'utilisateur, depuis des années, recherche à gérer le moins possible son immobilier, le plus flexible possible, on vient de le voir. Et en ce sens, le coworking répond. Et le coworking répond en faisant du FM, en fait. Et en faisant du FM, nous, ce qu'on appelle étendu ou augmenté, c'est du FM, mais qui comprend, en fait, des bureaux, de la gestion d'occupation, etc. Enfin, ça va bien au-delà de ce qu'on appelle, nous, le FM traditionnel. Et en fait, ça répond à plusieurs enjeux, des enjeux immobiliers et des enjeux FM. Et donc, il y a une réponse globale qui est apportée. Et pour moi, vous le disiez à l'instant, l'enjeu pour les FMeurs, c'est de savoir quelle place ils ont demain dans ce marché. Est-ce qu'ils sont sous les FMeurs, et je le dis volontairement dessous, parce qu'il y a des questions de relations client final qui se posent, il y a des questions de marge, de partage de marge ou de valeur qui se posent. Voilà, et donc le coworking est à identifier, à regarder de très près pour les FMeurs, pour regarder quelle place prendre demain dans ce marché. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Pour moi, à la fois oui et non. Toujours, quand ça change, il y a toujours des opportunités et il y a évidemment aussi des menaces. Voilà. Nolwenn, Éric, pour réagir peut-être, en quoi il est intéressant pour vous de regarder le modèle du coworking? À l'échelle du syndicat, je pense que la question, elle est plus politique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va contribuer, Xavier le disait tout à l'heure, tout ce qui va contribuer à apporter de la valeur en fait, au client, au final, tout ce qui va contribuer à apporter de la valeur au client final, en fait, est intéressant. Donc, à ce titre-là, ce que les coworkers vont pouvoir apporter en fait, aux FMR sont de bon aloi. Je dirais que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On n'a pas envie de mourir. Donc, globalement, c'est une réponse intéressante. Et je crois que en même temps, il faut rester prudent parce qu'on a l'impression qu'on découvre en fait le B2C aujourd'hui. J'entends parler depuis ce matin beaucoup de B2C. Je rappelle quand même que le facility management, au départ, c'était quand même l'intégration de services à destination des clients. Lionel, tout à l'heure, a parlé des portails de services. La réponse à la suite de sa remarque, c'était de dire pourquoi en fait, le portail de services n'a pas marché. C'est la vraie question. C'est parce qu'en fait, les clients qui étaient en face de nous ne voulaient pas que ça fonctionne. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui nous renvoient la question en nous disant mais pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas assez serviciel? Alors que c'est nous qui avons apporté ces outils au démarrage. Première remarque. La deuxième, c'est que dans le facility management, il y a déjà du service. C'est-à-dire que quand on fait de la propreté, on en a beaucoup parlé ce matin, quand on fait de la sécurité, quand on fait de l'accueil, on est quand même à destination des occupants. On n'est pas tourné sur l'immeuble. Donc cette notion de service à l'occupant, je dirais, nous, on ne le découvre pas. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Par contre, ces éléments-là, on est très friands et très attentifs de ce qu'on va pouvoir apporter en plus. Évidemment, ça nous intéresse. Ça ne nous inquiète pas, ça va compléter notre offre. Ouais, je rejoins Éric sur cette notion-là. Ce qui peut être intéressant, je pense, pour les FMeur, c'est la notion de l'attractivité. Ça, clairement, les FMeur n'ont pas forcément une image de marque affirmée auprès des utilisateurs. Le sujet de servir l'utilisateur existe depuis des décennies. Après se posent les enjeux du business model pour être performant économiquement, qualitativement. Donc ça reste d'actualité. Mais le sujet de l'utilisateur final n'est pas nouveau. En revanche, ce qui n'existe pas du tout aujourd'hui, c'est la notion de l'image de marque des FMeur.
un Elior Service, un Talian, un Samsic FM. Finalement, aller discuter de votre métier à des amis qui connaissent pas du tout le métier du FM, moi personnellement, c'est un enjeu compliqué à chaque fois. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'était pas des marchés structurés comme un Coca-Cola, comme un Microsoft. On n'est pas connu comme marque en tant que telle. Là où des FMR, des WeWork, par exemple, ont réussi à installer sur le marché, au-delà de leur business model, une image de marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lisez un article de presse sur WeWork, tout de suite, vous pensez à un espace un peu design, un peu moderne. Vous avez peut-être entendu parler des problématiques du business model liées à son fondateur. Donc, il y a une notoriété, positive ou négative, qui existe aujourd'hui. Donc, pour reboucler sans répéter ce qui s'est dit ce matin auprès du business model, où est-ce qu'on va pour l'utilisateur, comment est-ce qu'il faut construire ça entre prestataires, donneurs d'ordre et bénéficiaires final, se pose la question finalement du rôle du FM, mais aussi de quelle va être sa place auprès de l'utilisateur final. Est-ce que demain, on peut imaginer dans un espace de travail traditionnel ou ancien ou nouveau, que par exemple logo Atalian, Samsic, Elior soit affiché en gros et qu'on soit identifié comme tel, comme marque par l'utilisateur final. Ça change. Alors là, on ira encore plus loin que tout ce qu'on a pu discuter ce matin. Mais c'est vraiment cette notion aussi d'attractivité qui peut nous intéresser, tout en restant éventuellement dans le back-office, qui est quand même notre quotidien aujourd'hui. Nous ne sommes pas affichés comme une marque en tant que telle auprès de l'utilisateur. Du coup, vous parlez effectivement de marques. Jérôme, vous nous parliez notamment, quand on a préparé la table ronde, de marqueurs forts. C'est ce qui caractérise notamment les acteurs du coworking, c'est qu'ils font effectivement des marqueurs forts. On ne va pas chez WeWork comme on va chez Wojo ou chez Quirk. C'est ce qui manque aujourd'hui effectivement dans les offres de FM. Quels sont les leviers aujourd'hui pour essayer de vous améliorer à ce niveau-là ? Pour moi, un des leviers, c'est, je vais rebondir sur ce que disait ma voisine. Aujourd'hui, en fait, je dirais que pour reprendre des termes supply chain, on a l'approche push et l'approche pull. Les FMR sont en approche pull, à savoir qu'ils attendent que la demande arrive en se disant je vais répondre exactement à la demande qui m'est faite et je suis vraiment orienté client. À l'inverse, dans le coworking, on est en mode push, à savoir qu'on va proposer une offre. Charge aux clients ou aux prospects de choisir de venir ou pas. Et je pense que c'est deux approches totalement différentes qui, en termes d'image, ont des impacts énormes, à savoir que l'un a une vitrine ou plusieurs vitrines avec des niveaux de service, etc., enfin, des adresses différentes, des niveaux de service différents, etc. Et de l'autre, on a des FMR qui sont en marque blanche très souvent. Alors, on commence à voir un peu les logos sur les costumes des différentes personnes, mais on est en marque blanche et on est invisible en fait. Et la valeur qu'on apporte, parce qu'évidemment il y en a une qui est apportée, sinon les FMR ne seraient pas achetés, elle est aussi souvent très invisible. Et aujourd'hui, moi, une question que je me pose quand je suis aux côtés des grands utilisateurs, là je reprends ma casquette de conseil, c'est si je dois prendre un FMR, lequel je vais prendre. Et aujourd'hui, j'ai du mal à associer des marqueurs à chacun des FMR du marché. Et je pense qu'au-delà de la question de la vitrine, il y a même les caractéristiques intrinsèques de chaque opérateur. C'est qui est censé servir qui, avec quel niveau de gamme, quel type de spécialisation, quelle technicité. Et ça, aujourd'hui, j'ai du mal à le voir. Et je pense que pour avoir plus de visibilité, non seulement il faut peut-être plus être en marque blanche, il faut peut-être avoir des vitrines, mais il faut peut-être aussi se spécialiser et donc faire des renoncements, à savoir que moi je me l'applique aussi à ma société, on n'attaque pas tout le temps, partout. On sait qu'il y a des offres sur lesquelles on va être fort et d'autres sur lesquelles on sera beaucoup plus faible. Et donc l'idée, c'est peut-être de se concentrer aussi plus sur des segments choisis sur lesquels on se sent fort, sur lesquels on est différenciant en termes d'offres et avec une vraie valeur, et surtout avec un prix qui rend compétitif. Voilà, je pense que c'est les deux notions qu'il faut avoir en tête. Et encore une fois, je pense que la notion de vitrine aujourd'hui et le succès de WeWork, et on met de côté tous les aspects financiers, viennent du fait qu'ils ont cette vitrine visible et ils l'ont proposée. Ils n'ont pas attendu qu'on la leur demande, ils l'ont proposée.
Alors, vous venez de le dire, effectivement, quand on passe au pied du bureau de WeWork, de toute façon, il y a des grandes baies vitrées, on voit ce qui s'y passe, effectivement. On voit très bien, voilà, les bureaux font leur propre publicité, mais vous venez de le dire, le problème de marqueur et le problème d'avoir une vitrine, mais comment, j'ai du mal à m'expliquer, moi, aujourd'hui, alors que vous traitez avec des donneurs d'ordre d'envergure nationale, internationale, dans des bureaux, certains dotés de la dernière technologie, comment cela se fait que vous n'avez pas encore éphémère de flagship, c'est-à-dire vraiment de bâtiments qui vont, on l'a dit, on a démarré par ça, il y a un moment, il faut raconter une histoire. Il y a un moment, il faut aider les donneurs d'ordre aussi, effectivement, à se projeter, à produire un discours qui soit aussi désirable. Il faut bien reconnaître aujourd'hui que le discours des acteurs du coworking est plutôt désirable. Mais alors que vous maîtrisez vraiment le background technique, et c'est le plus dur, on l'a dit, c'est un métier, c'est des compétences, c'est des hommes, c'est du management. Pourquoi, alors que vous travaillez avec des grands clients, on n'a pas encore ces bâtiments en vitrine où eh bien, on puisse se dire, voilà, aujourd'hui, faire du FM, c'est ça, la finalité, c'est ça, et voilà ce que ça peut donner. C'est une bonne question. La réponse, pour moi, elle est simple. C'est qu'en fait, l'origine du FM aujourd'hui, elle est multiple. C'est-à-dire qu'en fait, on vient d'horizons complètement diversifiés. On vient de la restauration, on vient du technique, on vient du service, on vient de tout un tas de domaines, ce qui fait notre richesse en fait en même temps. Et la problématique à laquelle on est confronté, c'est que dans le coworking, je pense qu'on offre un produit qui est parfaitement identifié sur lequel la concurrence s'exprime, alors que nous, en fait, on a créé des modèles différents de FM. C'est-à-dire qu'en fait, pour parler clair, chaque prestataire aujourd'hui de FM produit son modèle de FM par rapport à son ADN. De surcroît, j'en rajoute un peu, chaque client a sa propre vision du FM en essayant de construire en fait la vision qui lui est propre, qui lui est toute personnelle. Et quand en fait on croise cet esprit matriciel, on va dire, entre le prestataire et son client, on a un patchwork de FM. De mon point de vue, aujourd'hui, le travail qu'on doit mener, en fait, alors moi, si je me repositionne clairement sur le CPMI, le travail qu'on doit mener, c'est de conjuguer sans doute le sur-mesure, puisqu'en fait, c'est du sur-mesure aujourd'hui, conjugué avec du prix, mais c'est surtout aussi travailler sur un corpus de référence un peu standard sur lequel tout le monde va s'y retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on offrira un peu comme le coworking, un modèle un peu standard, je ne dis pas totalement standard, parce que chaque structure doit conserver ses valeurs différenciantes, et c'est ça qui fera aussi le critère du choix chez le client. Mais à partir du moment où on aura bâti un modèle un peu standard, il sera déjà économique, et je pense que quelque part, tout le monde s'y retrouvera. Et ce modèle-là, aujourd'hui, il n'existe pas. D'ailleurs, en fait, chacun construit son modèle de FM à sa façon. Donc, quand vous parlez de flagship, chaque société aujourd'hui a un flagship qu'elle peut montrer en disant j'ai telle référence à tel endroit parce que la contrainte de mon client ou l'exigence de mon client qui était celle-là a été prise en compte par rapport à mes propres offres, mais qui ne sont pas celles de son concurrent. Ce qui peut être assez contre-productif, parce que, alors, pour reprendre le point qu'évoquait, qui est schizophrénique, ce que disait Bénédicte tout à l'heure, on attend des FME aujourd'hui un renouvellement, une transformation, toujours plus de performance et d'innovation. Et en même temps, si on regarde juste comment ça se passe sur le marché des appels d'offres, on est sur ce qu'on disait, un cassage systématique de la singularité. C'est-à-dire qu'on doit rentrer quand même dans des cases bien carrées. Si on peut proposer un petit bonus en plus et qu'on ne fait pas payer, bah, c'est tant mieux. Et ça s'arrête là. Enfin, je grossis, hein. Il y a des belles histoires, des beaux business cases, mais on est souvent dans ce cas d'usage. La problématique de ça, c'est que, comme disait Eric, on est tous sur des business models semblables mais différents. Et on nous demande d'être tous pareils pour mieux nous jauger quand arrive la période de consultation. Et puis de temps en temps, il y en a un qui va s'en sortir un petit peu mieux parce qu'il y a un historique, un relationnel, l'idée qui va faire, ou le prix cassé qui va faire que ça va fonctionner. Donc si on était logique, si on voulait arriver sur cette notion de flagship, il faudrait en arriver à le métier, c'est ça, le référentiel, c'est ça, ce qu'on attend de nous, c'est ça, parce que ça nous permettrait d'être aussi, je pense, dans un discours plus transparent et plus honnête auprès des prescripteurs, enfin des donneurs d'ordre, qui viennent quand même nous voir parce qu'ils ont besoin d'une expertise. Ils viennent nous voir, enfin, c'est quand même pas simple de mener ce genre de projet. S'ils le font, c'est qu'ils veulent très clairement optimiser. Donc ils ont besoin d'experts au sens strict du terme pour mieux faire leur projet de service. Et nous, si on avait cette base harmonisée, tout en étant capable d'assumer par entreprise nos singularités, ce serait beaucoup plus facile. Mais ça demande effectivement déjà, je pense, un certain courage managériel au niveau des FMR. C'est-à-dire on arrête entre guillemets de se raconter la vie, on se met d'accord une bonne fois pour toutes sur le sujet et on avance. Et ça permet à nos services marketing, commerciaux et opérationnels de travailler réellement sur des différences liées à chaque marque, pour revenir à ce sujet. Et de l'autre côté, les donneurs d'ordre doivent aussi accepter
de nous écouter aussi un petit peu plus, c'est-à-dire de ne pas nous imposer tout le temps un cahier des charges qui soit finalement pas stérile, c'est pas le terme, mais qui finalement peut être leur propre vision et qui ne permet pas forcément d'aller au bout du projet hyper innovant ou juste hyper performant qu'ils attendent. Voilà, c'est l'idée. Cette question des consultations, des appels d'offres qui sont un peu des machines à broyer, toute singularité, comment expliquer finalement cette espèce de décalage incroyable? C'est-à-dire on peut imaginer tout à fait un donneur d'ordre prendre quelques bureaux ou plusieurs bureaux pour un mode projet pendant 6 mois et finalement aller voir quelqu'un qui va lui apporter une solution. Et puis de l'autre côté, effectivement, des FMR qui, eux, sont dans ce que vous appelez finalement ce mode pool, hein, donc à devoir répondre à un besoin et à attendre effectivement qu'ils sentent la capacité d'innover par le petit trou de souris. Comment moi j'ai du mal à m'expliquer aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment qu'une affaire de marketing? Est-ce que c'est une affaire de rapport de force? Est-ce que c'est une affaire de paillettes? Comment expliquer finalement au sein même d'un même donneur d'ordre une telle ambivalence par rapport à son comportement vis-à-vis des services qu'il va chercher auprès de professionnels différents? C'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Xavier avait posé la question un jour dans une conférence à l'AFNOR en disant qui doit être le générateur de valeur en fait dans le contrat FM? Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est le prestataire? On en parlait tout à l'heure. La problématique du client, c'est que s'il fait intervenir un prestataire en amont pour définir ses propres exigences, en fait, il tue en fait sa concurrence et son prix. Donc quelque part, ça marche pas. Donc l'idée de faire intervenir un prestataire en amont pour définir un contrat, sauf dans des contrats qui sont très liés, c'est difficile. Donc l'exigence, pour moi, elle part au départ des clients avec ce que éventuellement les FME ont pu proposer de manière générale, en fait, comme étant des nouvelles valeurs de service. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir en fait, des offres un peu, je dirais, un peu communes, entre guillemets, tout en restant prudent sur le terme. Après, la question, pour moi, c'est le travail des conseils, en fait, des AMO. Vous parliez tout à l'heure des AMO et des BOT. Je pense que le travail, c'est de faire matcher, en fait, les niveaux d'exigence avec les offres de services qui sont mises en face. Et c'est, je pense, un travail qu'on doit faire, notamment, et qu'on veut réaliser aussi PMI, notamment avec les bureaux d'études, où on va leur exposer, en fait, peut-être quelles sont nos offres, et par rapport à ça, éventuellement, quel travail on doit faire pour conjuguer les attentes clients, et ce que nous, on peut servir, en fait, par rapport à ça. Je ne pense pas qu'on soit véritablement derrière, en fait, en réponse systématique à nos offres. Je pense qu'on est en capacité à montrer des choses. La seule différence, c'est qu'elles sont différentes suivant les types d'origine, en fait, qui sont les nôtres. Et il faut qu'on les expose davantage. Il faut qu'on travaille notamment sur les valeurs ajoutées. Je profite, je m'excuse, je mobilise un peu, mais je voulais en profiter aussi pour parler des valeurs ajoutées. J'ai beaucoup entendu parler de prix tout à l'heure en disant le FM c'est le prix. On a été les premiers à le dire. Je pense que maintenant il faut qu'on arrête de parler de ça parce que d'abord c'est acquis. Et puis il faut qu'on parle des autres valeurs ajoutées. On a parlé tout à l'heure de la satisfaction des utilisateurs, de la valorisation des actifs. Je voudrais parler aussi du transfert et de la gestion du risque, qui est important chez les facility managers. Pourquoi on transfère des contrats de facility management? C'est qu'on fait porter le risque aujourd'hui au FME. Et c'est quand même une responsabilité qu'on assume et sur laquelle on porte aussi des solutions. Moi, si je peux me permettre, j'ajouterai un mot. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que dans les grandes entreprises, il y a une multiplicité d'acteurs qui interviennent sur la passation d'un contrat et que, enfin, nous conseils, on intervient aussi de temps en temps sur définition, rédaction de contrats ou préparation des contrats. On a aussi du mal à changer l'approche. C'est-à-dire que tout est structuré, c'est processé. Toute la gouvernance de l'entreprise, donc qui a le droit de décider de quoi est déjà prédéfini. Et moi, je dirais que c'est au prescripteur interne de se faire sa place et de reprendre le pouvoir, en fait. Et je pense notamment aux acheteurs. Les acheteurs, ils ont un objectif. L'objectif, c'est de faire des savings, comme on dit en anglais. En français, on met des gains. Alors, dans les gains, on pourrait aussi mettre des gains qualitatifs autres que des savings, mais les savings sont l'obsession. Et même le prescripteur interne, souvent dans sa propre entreprise, a du mal à s'imposer vis-à-vis de la direction achat. Et donc, en fait, moi, je dirais qu'il faut repartir au front en interne dans les entreprises pour imposer une vision et une approche et peut-être se rapprocher des directions RH, des managers, des directions SI, etc., pour définir ce qu'est le vrai besoin. Et surtout, l'idée, c'est de le raccrocher au projet de l'entreprise. À partir du moment où on est capable de dire, voilà, si je raccroche les services FM au projet de l'entreprise, et on parlait tout à l'heure de recrutement, de rétention, de flexibilité, etc., là, il y aura peut-être une plus grande écoute.
Et donc, pour moi, en fait, le prescripteur FM ou celui qui va établir le besoin de l'entreprise doit à tout prix retourner au front, faire un peu la guerre et s'imposer, et quitte à négocier des budgets supérieurs, et sachant que l'acheteur, en fait, il faut lui imposer, lui tordre un peu le bras. C'est un peu son rôle, hein, que de jouer le poil à gratter, mais il ne faut pas que ce soit lui qui prenne le pouvoir. Il faut que ça reste équilibré. Et donc, pour moi, la puissance d'un besoin est avérée quand elle est raccrochée à la stratégie de l'entreprise. Et là, on peut même imaginer ajouter des budgets. Mais si on ne le fait pas, par contre, on est mangé par la machine, les process, les procédures, les pouvoirs, etc. On l'a dit à plusieurs reprises au cours de cette matinée, il est de plus en plus difficile de séparer l'immobilier des services. L'immobilier, c'est plus que du bâti, c'est aussi, on l'a dit, un support à des services qui visent l'utilisateur final. Est-ce que quand même, dans cette problématique dont on parle ce matin, il ne s'agit pas aussi pour le FM de remonter finalement aussi vers l'immobilier, aussi vers les foncières, aussi vers les property management, pour dès le départ réfléchir ensemble à des offres, je vais dire globales. Alors évidemment, on parle surtout de l'existant, mais du neuf, des projets neufs, mais pourquoi pas aussi sur l'existant? Parce qu'en tout cas, là, il n'y a pas un intérêt à dialoguer davantage avec les foncières. Alors, vous le faites déjà, vous allez me dire, j'en suis sûr, mais peut-être pour proposer dès le départ, effectivement, eh bien, on va dire du référentiel de base et proposer des services aux futurs occupants des bureaux, de prévoir dès le départ l'installation d'une conciergerie, de prévoir dès le départ que ce qu'on vient chercher, c'est bien une dimension servicielle. Avant de parler du service, je parlais tout à l'heure du risque et de la gestion du risque. Il faut savoir que de plus en plus d'opérations neuves aujourd'hui qui sont livrées dans le domaine du tertiaire sont confiées à des FME. Voilà, c'est clair, hein. Ça veut dire qu'effectivement, cette notion de transfert de risque, avant même que les utilisateurs et les locataires soient rentrés dans les immeubles, c'est de confier à un FME la gestion complète de la garantie de parfait achèvement, des opérations de réception, de la mise en œuvre technique du bâtiment et de recevoir en fait les premiers occupants. Donc cette notion de service, elle existe déjà à la livraison du bâtiment, avant même le BIM. On est déjà présent sur ces opérations. Donc je dirais à la limite, après, c'est sans doute la poursuite. C'est pour ça que moi je trouve que la solution coworking présente un intérêt, c'est que ces nouvelles solutions servicielles, comme disait Xavier avec un peu de guillemets, on va enrichir en fait par rapport à ce qu'on fait déjà. Voilà. C'est pas une lutte, c'est en fait un complément d'offres supplémentaires qu'attendent nos clients. C'est tout. Dimension des partenariats avec les acteurs de l'immobilier, est-ce que c'est une piste que vous jugez qui est déjà mis en œuvre, on vient de le dire, mais est-ce que c'est par là qu'il faut aussi creuser pour changer finalement de posture et finalement remonter la chaîne pour aller vers l'amont? Si on prend juste sous l'angle, mettons, tout simplement d'un déploiement de projet de service, il est évident que c'est bien plus facile de faire quelque chose de pertinent et de facile à déployer si on s'y prend en amont. C'est bien plus facile de réfléchir aux briques de service dans un environnement lorsqu'il n'est pas contraint, parce que il n'est pas vieux, il n'est pas déjà structuré avec une partie peut-être de services existants, avec une culture d'usage existante. C'est beaucoup plus facile de créer le projet avec toutes les parties prenantes, le bâtiment, le service, le gestionnaire en amont, c'est évident. Donc oui, il y a eu des initiatives. C'est pas pour rien que sur l'angle commercial, nous, dès qu'il y a un nouveau siège qui est annoncé pour sortir de terre, on se met dessus en priorité parce que déjà, ça positionne l'entreprise dans une posture de « on va vous accompagner », dans une posture conseil, on va réfléchir ensemble à un projet pour que ce soit le plus pertinent tout de suite, quitte à faire une projection d'efficacité. C'est beaucoup plus facile déjà de démarrer avec une feuille de route un peu plus structurée que d'arriver quelque part et se dire « bon, alors là, il faut corriger ici, il faut corriger ça, ce serait bien d'être… » C'est évident, si on peut faire ça, c'est mieux. Après, vous dire qu'on va aller sur l'immobilier en tant que tel, non, c'est pas notre cœur de métier. Pour moi, l'immobilier, d'un point de vue financier, même d'un point de vue métier, présente plus d'enjeux que le FM en tant que tel. Les dépenses des occupants sont bien plus élevées sur l'immobilier en tant que tel que sur le FM. Donc il y a une valeur à les capter qui est plutôt présente dans l'immobilier. Après, donc d'où l'intérêt peut-être de mordre sur ces activités immobilières.
Après, la question est comment. Enfin, on ne s'improvise pas un professionnel de l'immobilier du jour au lendemain quand on est FMeur, surtout pas. Mais pour moi, il y a quand même une notion qui est hyper fondamentale, c'est le lien avec le client final. On parlait de B2B, B2C en introduction. Pour moi, la relation importante, c'est le B2B. Il ne faut pas perdre le B. Dans le sens où si on est intermédiaire, si on est un peu plus loin dans la chaîne, en fait, on risque de se faire manger sa marge et on risque d'être un peu ballotté en fait, par le marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître de son destin, sauf à passer des partenariats structurels avec des partenaires de longue durée sur lesquels on réussit à se mettre d'accord. Mais là aussi, c'est toujours compliqué de se mettre d'accord avec des partenaires, surtout dans la durée, dans un monde qui change très vite. Et donc, pour moi, il y a un enjeu pour les FMeur, qui était l'enjeu des années 2000, où il fallait faire du global FM pour remonter la chaîne. Je dirais qu'il a fallu la remonter, mais moi, je dirais qu'il faut encore la remonter davantage parce qu'il ne faut surtout pas perdre le lien avec le client final. Moi c'est ma conviction profonde. Je ne suis pas capable de le démontrer complètement objectivement, mais je pense que c'est clé pour les FMeur que d'émerger, d'être visible avec des offres, on parlait des vitrines, etc., et avec des propositions surtout. Voilà. Ludovic Delesse, peut-être pouvez-nous préciser, les coworkers, ils font appel à des FMeur pour entretenir leur bureau? Comment ça se passe? Alors, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien du tout. On a entendu que... Je peux répondre parce que j'ai interviewé la responsable FM de WeWork il n'y a pas très longtemps et qui m'expliquait justement l'approche de WeWork sur le FM. En fait, ils ont des fonctions qu'ils appellent clés ou cœur de métier. Donc l'accueil, par exemple, fait partie du cœur de métier WeWork. Ils estiment que c'est à eux d'accueillir les gens. Après, tout ce qui est non visible du client, et notamment CVC, ils le confient. Et donc, en fait, et moi j'invite les FMeur aussi à réfléchir là-dessus, qu'est-ce qui est clé pour vous et qu'est-ce qui l'est moins. Et je pense que ces coworkers réfléchissent beaucoup à ça. Et pour eux, l'accueil, le sourire de la personne qui est à l'entrée ou l'hospitality manager qui va vous accompagner à votre bureau, pour eux, c'est vraiment essentiel. Et donc, ils font ce tri. Ils ont réfléchi à toutes les activités pour savoir s'ils faisaient ou s'ils ne faisaient pas. Juste deux choses par rapport à ça. Je pense que notre métier, si on se positionne sur le FM en disant qu'il y a un vrai métier, l'accueil du coworking, ce serait peut-être le pilotage du FM. Oui, ça vaut ce que ça vaut, mais ça doit ressembler à peu près à ça. Deuxième remarque par rapport à ce que disait Jérôme. C'est vrai que si effectivement les sociétés immobilières, si nous, on a peut-être une envie ou une tendance à monter dans l'immobilier, je pense que paradoxalement, les sociétés immobilières descendent aussi dans le monde du service. Et en fait, de mon point de vue, dans quelques années, je pense que le coût d'un bâtiment sera au moins aussi cher, élevé dans son service que dans son coût de construction. Voilà. Parce que, en fait, avec les émergences de nouvelles attentes, notamment sur les occupants, je pense que la notion de service va devenir de plus en plus chère. Et devient un enjeu de plus en plus essentiel pour l'entreprise. Je pense qu'on est complètement sorti quand on voit les besoins de nous des clients qu'on suit d'utilisateurs, donc ceux qui vont quelque part payer le loyer, mais payer le FM aussi, à travers leur loyer et leurs charges. Leur vision en 5-6 ans a totalement changé. C'est-à-dire qu'avant, on était sur une logique de coût. Aujourd'hui, on est, pour une grande partie d'entre eux, dans une logique de productivité, d'attraction et de rétention des talents. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au quotidien, dans la dynamique immobilière, la logique euro par mètre carré n'est pas le premier critère qui nous est donné. Nos interlocuteurs ont changé. Avant, c'était le responsable des achats. Aujourd'hui, les achats, je les vois jamais. Je vois le RH, le DG, on voit la stratégie de la société. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui était avant FM, pour moi, dans ma logique, FM, c'était faible marge, on veut maîtriser les coûts, etc. L'immobilier, c'était comment je fais pour payer moins cher, je pars en première ou en deuxième couronne, je fais de l'open space, je surdensifie, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces logiques-là. L'utilisateur, il dit, je veux être dans le centre de Paris, parce que je veux pouvoir recruter, je veux pouvoir faire venir des gens, je veux pouvoir retenir mes talents, et je veux améliorer ma productivité en apprendre à mes salariés une qualité de vie au travail. Là, vous êtes en train de Donc faire là, il y a une FMeur, révolution complète du service dans l'immeuble, enfin de ce qu'attend un utilisateur d'un immeuble. Il n'attend pas que la clim elle marche. Enfin, il veut que la clim elle marche, mais il veut aussi que les gens qui viennent là le viennent pour l'endroit. C'est pas mal quand la clim elle marche, parce que là, celle-là, elle est un petit peu, un petit peu gênante. Voilà, ils viennent pour un endroit. Voilà. On l'a bien dit, ils viennent pour un endroit avec des services où on mélange à la fois la vie privée et la vie professionnelle.
ouais, etc. Ça a profondément changé en 4-5 ans. Mais effectivement, vous évoquez le fait que j'entendais les réactions des FMR dans la salle qui buvaient vos paroles en disant mais quel monde merveilleux le jour où on discutera avec le ou la RH de stratégie environnement de travail. Et c'est bel et bien peut-être, j'en reviens à ma question, qui était effectivement la chance des entreprises de coworking et sans doute de s'adresser aux RH d'abord. Non, non. C'est de proposer une offre de service. Oui, mais une offre de service, on est d'accord, qui vise la satisfaction, en tout cas la performance de l'environnement de travail, la rétention des talents. Ils répondent à un besoin du collaborateur et de l'entreprise. Mais on parle... Ils ne s'adressent pas aux RH. Les FMR aussi. Ouais, mais c'est là où, effectivement, dans l'offre de service, on l'a vu, nous, dans notre métier de conseil en immobilier, avant, on faisait de la prestation qui consistait à faire venir les gens dans des immeubles, à faire des visites. Aujourd'hui, lorsqu'on répond à un appel d'offres, il faut qu'on soit capable de faire une présentation du marché, du change, du project management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour remporter les marchés attendus par les entreprises, vous êtes obligé d'augmenter votre panoplie d'offres. On ne fonctionne plus en système de silo où chacun a sa prestation. On fonctionne en équipe projet où vous proposez à un client l'ensemble du service de A à Z. Parce qu'on en vient même maintenant à développer nos structures dans les conseils chez Jones Lang, les Tetris, etc., où on développe même le FM et les travaux. C'est-à-dire qu'on veut avoir la chaîne de A à Z. Et le client l'attend, en fait. Et je pense qu'au niveau du FM aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste du FM, c'est effectivement une attente aussi des clients et des utilisateurs ou des propriétaires. Quel service on m'offre qui va me permettre que mon immeuble soit loué plus vite, mieux, attire mieux les utilisateurs et les conserve plus longtemps. Parce que la problématique d'un propriétaire, c'est celle-ci. Moi, je suis plutôt favorable. Je trouve que ça va, d'une certaine manière, pas réduire le floutage, parce que je pense qu'il est bon dans nos métiers, mais ça va surtout réduire un peu l'empilage. C'est-à-dire qu'en fait, dans la visibilité qu'on va offrir aux clients, je pense qu'avoir des chaînes un peu plus directes d'échange en fait, avec nos clients immobiliers, qui sont les vôtres aussi d'ailleurs, en l'occurrence, ça va contribuer en fait, à avoir une offre assemblée et pas empilée. En fait. C'est plutôt ça le schéma. Juste, je réagis encore au propos de Ludovic Delesse. Est-ce que vous êtes en contact avec les RH aujourd'hui? Enfin là, chacun pourra intervenir. Oui, régulièrement. C'est acquis. Vous pouvez leur vendre de diminuer le taux d'absentéisme. C'était la remarque que faisait Jean-Marc Robic par rapport aux indicateurs. Est-ce que finalement, l'enjeu, c'est plus d'être mesuré avec mon basoumètre, c'est comme ça qu'on l'appelle, mon basoumètre, faire des tests sur l'échelle de blanc ou de gris, mais c'est finalement d'aller vers l'absentéisme comme indicateur réel de l'intervention des FMR? Au départ, c'est un peu plus basique que ça, je vous rassure. On n'est pas tout à fait là-dessus au démarrage. Au démarrage, c'est plutôt comment transférer, comment repositionner le personnel, etc. C'est plutôt ça le schéma. Après, ça peut s'orienter sur de la création de valeur, ça c'est clair, mais ça vient qu'en deuxième temps. Mais charge à nous, en fait, d'aller montrer justement ce qu'on peut apporter en complément. Je pense que l'objectif, c'est pas de détruire de l'emploi, on l'a bien compris. Le FM, ça doit être créateur d'emploi aussi. Donc là aussi, par contre, ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on repositionne les compétences là où elles sont. Voilà, c'est tout. Donc il faut repositionner à la fois chez nos clients et chez nous les gens au bon poste. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut être aussi capable de parler à différents niveaux de maturité et différentes organisations. Je parlais tout à l'heure des acheteurs, des RH, etc. Dans certaines entreprises, c'est très morcelé, avec des pouvoirs très différents selon les entreprises. Dans d'autres, ils vous diront, des entreprises peut-être un peu plus petites, ils vous diront moi je veux tout, je veux l'offre intégrée, je veux... je veux que vous m'aidiez à prendre un bail, je veux que vous m'aidiez à designer mes espaces, éventuellement je veux que vous m'aidiez à financer ou à investir, à savoir que je préfère avoir un loyer sur la base d'investissement que vous aurez fait vous, mais je n'ai pas de capex à consacrer à ça. Ensuite, je veux les outils pour piloter mes espaces, et ensuite je veux l'exploitation. Et certains vont dire, et notamment je pense que les plus petits diront, proposez-moi une offre intégrée, proposez-moi le bâtiment serviciel, à la limite le bail je peux m'en occuper, mais servicez-moi mon bâtiment. Et donc, on peut avoir d'une entreprise à l'autre des discours totalement différents. Et c'est là où il faut une très grande agilité pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, une offre intégrée en mode push. Et pour ceux qui savent plus ce qu'ils veulent, peut-être faire du push malgré tout, mais répondre quand même à leur cahier des charges si tant est que vous voulez répondre. Et si vous pensez que que ça va être, comme le dit Monsieur Le Fiot souvent, gagner un marché perdant, il faut peut-être renoncer d'emblée à y aller pour y aller le coup d'après. Voilà.
Mais encore une fois, la maturité et les attentes sont extrêmement variables d'une entreprise à l'autre en fonction de la taille, de sa culture. Est-ce qu'elle est française ou Mais aujourd'hui, vous avez des anglo-saxonne, clients qui sont dans cette approche-là, c'est-à-dire qui vous disent, entre guillemets, carte blanche, proposez-moi une offre de service intégré. J'imagine que quand même, ceux-là, on les compte pas sur... dites-nous, parce que c'était ça la question, finalement. C'était d'être en position d'être dans cette offre de valeur-là auprès des clients. Je pense que la question, c'est que d'abord, comme j'avais dit un jour que le FM, c'était qu'ils nous donnent les clés. Ils nous ont dit non, on ne vous les donne pas, on vous les prête. Déjà, c'était une bonne remarque. Donc, on ne fait que prendre les clés. L'assemblage global sur lequel il n'y a pas de proposition de la part du client, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite non plus. Parce que quelque part, je répète une fois de plus, il faut qu'il y ait une co-création avec le client. On n'est pas là pour apporter une solution complète. Généralement, si elle n'est pas inspirée par le client aussi, quelque part, elle ne marchera pas. Et les échecs du FM, parce qu'il y en a les échecs du FM portent souvent sur une solution qui a été plaquée pour un client qui ne l'acceptait pas, qui ne la comprenait pas. D'où le travail en fait de co-création qu'on doit avoir avec eux et d'explication qu'on doit faire. Et ça, c'est peut-être un enjeu majeur là, mais pour les FMR de leur côté. Après, les donneurs d'ordre ont aussi leurs responsabilités. C'est d'être capable, donc au-delà de ce qu'on a dit, l'harmonisation du socle, le référentiel marché, une meilleure organisation, c'est d'accepter aussi que nos offres de services ne peuvent pas être totalement packagées pour rentrer dans des cases. Donc ça, c'est plus à nous aussi de faire ce travail-là quand même. Et je pense qu'honnêtement, toutes les sociétés en ont conscience et travaillent dessus. C'est d'être capable de se mettre dans une position de pouvoir co-créer, quitte aussi un peu à diriger le donneur d'ordre, lui donner des vrais inputs, en ayant des différents types d'offres de services par rapport à la feuille de route, tout simplement, qui est demandée. On peut avoir des contrats extrêmement basiques qui ne vont pas demander de réflexion particulière et qui vont faire appel aux compétences d'une façon simple. Il y a des feuilles de route beaucoup plus ambitieuses et qui valent le coup d'être traitées, parfois même, on va dire, imaginées, parce que des fois, on peut avoir comme des belles histoires avec des donneurs d'ordre qui veulent créer quelque chose d'un petit peu disruptif, et pour leur image de marque, ou pour leurs collaborateurs, ou parce que tout simplement, c'est leur culture, quoi. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et du coup, accepter, et là c'est vraiment une responsabilité chez nous, de se dire ok, on ne peut pas être standard tout le temps. Même si on a des objectifs de marge, même si on a des organisations lourdes, et notamment humaines, à embarquer, être capable de mettre du mode projet chez nous, d'être un peu plus agile dans cette réflexion, désiloter. Alors là, je parle un petit peu pour Elior, mais je pense que ça doit être relativement la même chose dans les autres sociétés, parce qu'il y a plein de métiers qui se sont plugués dans les sociétés de FM d'aujourd'hui. Il y a la restauration, il y a la propreté. C'est pas les mêmes conventions collectives, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes pilotes. D'accepter, voilà, aussi de faire converger un peu plus les expertises. De partager les bonnes pratiques pour être capable de travailler comme ça. Mais ça, c'est un travail énorme. C'est un travail opérationnel, marketing, commercial, stratégique, achat, même chez nous. Il faut des machines, il faut des gens, il faut des formations. On parlait des marqueurs tout à l'heure, des choses qui permettent d'identifier un Elior, un Atalian, un Samsic. Qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on fait pour être capable de proposer tout ce qui ira bien, grosso modo, sur le marché, du plus basique au plus premium, entre guillemets, sans parler de niveau de qualité, différents types de feuilles de route. Et ça, on est dans de la gamification qui n'existe pas encore, honnêtement, sur le marché du FM. Moi, je viens de l'univers produit. Je viens du B2C, l'univers produit avant. Je ne peux pas faire mon métier de marketing comme je le faisais avant. C'est pas possible. On n'est pas du tout sur les mêmes besoins. Donc voilà, ce sera une des solutions. Après, peut-être un petit commentaire sur les faibles marges. On a fait une conférence IFMA là, au mois d'octobre sur l'exception française pour l'intégration en matière de FM. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on a le bonheur d'avoir un marché français du FM avec énormément d'acteurs, à la fois des acteurs français très nombreux et de grande taille, avec quelques acteurs étrangers aussi. Ce qui fait qu'on a un marché extrêmement compétitif, extrêmement agressif. Et les commentaires qu'on avait dans le débat, c'est que notamment en Amérique du Nord, il semblerait que pour des grandes entreprises, il y ait 3 opérateurs, et une fois qu'on a passé ces 3 opérateurs, il n'y a plus grand monde derrière. Et donc je pense que, c'était un petit commentaire au passage, mais la problématique des faibles marges vient aussi de la densité du marché français, avec beaucoup de champions qui se battent pour avoir tous les marchés. Et ça, c'est à la fois une chance, mais c'est aussi extrêmement potentiellement dommageable pour les entreprises.
On va peut-être maintenant pouvoir conclure. On est à peu près dans les temps. Il nous reste quand même encore quelques minutes pour des questions à la salle. S'il y en a encore, n'hésitez pas. On a 5 bonnes minutes devant nous. J'aurais une question à Ludovic concernant donc Yves Picot de Piconseil. La problématique dans les slides que j'ai vus tout à l'heure, c'est que dans le coworking, les coûts sont à peu près équivalents à ceux du marché classique. Alors c'est assez surprenant en ce sens où il y a beaucoup de services qui sont offerts d'une manière générale. On a également des baux qui sont de longue durée, mais pour l'utilisateur souvent de courte durée. Donc on est une situation quand même antinomique par rapport à d'avoir un bail classique sur lequel normalement on a la meilleure structure. Et je rebondis également par rapport au FM. Ça veut dire que de l'autre côté, ils ont des coûts d'exploitation qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on peut avoir dans des propres entreprises d'une manière générale. Je pense que le comparable de coût, en fait, il faut prendre le coût dans sa globalité, coût au poste de travail. Et une entreprise, quand elle s'engage sur un bail classique, doit prendre en compte le prix au mètre carré, doit prendre en compte ses charges, la fiscalité, mais prend aussi en compte les travaux d'aménagement, qui, je vous rappelle, en gros, entre 400 et 600 euros du mètre carré. Quand vous allez chez le coworker, sur une durée d'engagement ferme, qui est sur un bail 3-6-9 et plutôt 6-9, voire 12 ans aujourd'hui. Donc vous avez un coût que vous prenez sur une mission ou sur une action. Vous dites, voilà, j'ai une équipe projet, j'ai un business pendant 2 ans. Mais bon, déjà, j'ai 3 ans de loyer. Ensuite, je dois les installer. Je dois payer tout l'équipement, payer les charges, etc. Puis si vous comparez ça avec un poste, on va vous dire, bah voilà, moi, je vous offre le tout pour un prix par poste par mois et vous partez quand vous voulez. Et en fait, l'économie et le fait que ce coût au poste, comme ça, vous dites il est plus cher parce qu'il y a tous les services. En réalité, si vous enlevez l'investissement matériel, on va dire, et que vous enlevez la durée, vous devez arriver à un coût à peu près équivalent. Pour compléter, on travaille beaucoup sur ces sujets-là également. En fait, il y a 2 leviers pour réduire le coût. C'est la densité, donc le nombre de mètres carrés par poste, et il y a la vacance. La vacance, on estime chez les grands utilisateurs que la vacance, elle va de 45 à 50% sur une année. Donc ça veut dire qu'il y a c'est en fait le taux d'occupation d'un poste, oui. Voilà. Merci pour la précision. Mais donc, en fait, on pourrait dire que, pour caricaturer, un immeuble, il est utilisé à moitié dans l'année. Le coworker qui propose des surfaces flexibles, lui, il va travailler sur cette vacance et sur la réduction de cette vacance. Et par ailleurs, chez WeWork, et certains s'en plaignent, on peut avoir 8 postes sur 20 mètres carrés. Ce qu'on ne trouverait jamais dans une entreprise normale. Et donc, en fait, les 2 leviers, c'est nombre de mètres carrés par poste et réduction de la vacance. Et quand on a travaillé là-dessus, en fait, on peut être économiquement beaucoup plus performant. Yannick Anezo, cabinet Panorama, on accompagne les entreprises justement et les DET et les patrons du FM dans le design de leur valeur métier par rapport à la stratégie de leur entreprise, mais également sur leur modèle de service, et on est amené de ce fait à interroger des prestataires. Ma question va s'adresser à Nolwenn justement et puis à Eric à 50% pour sa seconde casquette, on va dire, et qui est justement sur nous, quand on fait un appel d'offres, on essaye de ne pas mettre justement les gens dans des cases. Au contraire, on a une approche par business case très ouverte. On a même dessiné une plateforme digitale pour ça, mais on passe beaucoup de temps à co-construire avec les acteurs. Ce dont on s'aperçoit, et c'est vrai que vous réussissez plutôt bien dans ce schéma-là en plus, donc c'est un compliment. Néanmoins, on a du mal à percevoir une différence entre les acteurs. Il y a beaucoup de choses qui sont très génériques. On pense qu'il n'y a pas suffisamment de travail qui est effectué sur justement, pas simplement un branding qui est lié à la couleur de l'uniforme ou quoi que ce soit, mais également à une culture d'entreprise, une culture du pilotage, une culture du savoir-faire, du savoir délivrer et du faire savoir. Et ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'entre ce qui se passe en amont d'une vente et l'application de cette vente, ça veut dire le fait de délivrer le service au client, il n'y a pas forcément la même information ou la même valeur qui est portée d'un camp vers l'autre, ça veut dire avant et après le contrat.
Donc ma question, comment travaillez-vous sur ces deux aspects-là, qui est le fait de mettre en avant votre culture, comment est-ce que je suis différenciant, comment est-ce que Elior n'est pas Atalian, etc. Première chose, et comment est-ce que vous transportez vos valeurs au sein de votre entreprise? Yannick, on va se parler parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que justement, on était tellement différenciants par nos richesses et nos ADN différents qu'on a essayé de travailler sur une solution un peu commune. Alors, passe-moi le commun. Donc, en fait, ce que tu nous proposes, c'est de faire l'inverse, c'est ça? C'est de travailler plutôt sur nos valeurs différenciantes, c'est ça? Bon, mais je prends acte du point, on y travaillera désormais. Aussi. Maintenant, sur la deuxième partie de ta question, qui consiste à dire, en fait, l'aller-retour entre le client et le prestataire FM, moi j'ai envie de te retourner là aussi la réponse en te disant en fait c'est vous qui allez nous aider à faire le lien entre les deux. Voilà. Donc on vous attend avec une immense impatience bientôt pour travailler avec nous sur la création de ce lien entre donneurs d'ordre et prestataires. Et sur la partie livraison du projet de service qui était anticipé, pour répondre à la deuxième partie, ça, pour le coup, soyons pragmatiques, il peut y avoir du progrès, très clairement, parce qu'effectivement, il peut y avoir des feuilles de route ambitieuses. Il y a en général pas de raté. Par contre, il peut manquer la culture du succès en France, la culture de la performance. Ce que les Américains ont bien, ce que les anglo-saxons global ont bien, c'est on ne va pas se contenter de faire ce qu'on a dit dans le cadre de la promesse de vente notamment, on va essayer de faire un peu plus. Donc ça, je vous rejoins. Je pense que là c'est toutes les entreprises françaises, je pense, on peut toujours faire mieux. C'est le génie français, mais qui a toujours du mal à se concrétiser après. Par la formation notamment des œuvrants et des encadrants sur site. Là, on repart effectivement sur du très pragmatique. On parlait tout à l'heure des outils, et je rejoins Madame sur ce sujet. On a quand même des choses qui existent, mais c'est perfectible. Donc c'est la formation, et ça va plus loin que ça. C'est même le modèle organisationnel. Parce qu'on parlait des problématiques de reprise, de transfert de personnel. On est un milieu, enfin un marché un peu schizophrénique avec ces histoires de reprise de personnel. Parce que finalement, c'est compliqué à force de se passer de main en main au fur et à mesure des contrats entre prestataires. Les gens changent de boîte, parfois d'écusson. Un coup, je suis une clinique, après je suis Elior, le lendemain, je vais être quelqu'un d'autre encore. Il y a un moment, il y a un vrai souci pour ces gens-là, qui sont quand même le cœur du métier. Et là, je n'ai pas de solution dans l'immédiat, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a un petit peu marqué quand je suis arrivée dans ce métier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas garder nos gens, finalement? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas garder nos œuvrants, nos encadrants, nos pilotes? Alors, c'est une question sans doute très bête, mais quand on veut bâtir une culture d'entreprise et une performance au top du top, parce qu'il y a cette culture et cette volonté de faire mieux, pour le coup, que le concurrent, quand on a gagné le marché, je pense qu'on est un peu bridé par ça. Parce qu'il y a un tel turnover, on ne va pas se mentir, dans nos équipes œuvrantes, que c'est difficile, même avec la meilleure volonté du monde, les meilleures académies. Chez Elior, on a lancé une Sales Academy, une Ops Academy. Même avec ça, sur le terrain, ça peut être compliqué. Nolwenn, je pose plus de questions parce que vous répondez. Il y a finalement comment ne plus subir le prix, et on voit bien la fabrication de ce référentiel métier. Je suis comme vous, Noël, je viens d'un autre monde qui est le monde du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques spatiales. Le référentiel, il est fait client, fournisseur, fabricant, école. Voilà, c'est tout un écosystème qui se fabrique son référentiel et qui, en plus, Eric, devient ensuite force de proposition, non pas simplement à l'égard du marché, mais y compris des pouvoirs publics. On voit bien ensuite... au-delà de ne plus suivre le prix, la fabrication de marques, d'offres, avec, effectivement, on n'est pas dans l'automobile du XXe siècle où on fabriquait un véhicule et puis les gens s'y adaptaient. Non, il va falloir co-construire cette marque, co-construire cette offre. Quand on est donneur d'ordre, effectivement, j'enfonce une porte ouverte. Je ne vois pas la différence entre tous les fournisseurs qui, pour moi, en sont, et pardonnez-moi, c'est un peu violent, mais encore restés souvent à une mise à disposition de main-d'œuvre, avec des gens qui tirent sur tout ce qui bouge. Quand vous êtes donneur d'ordre, il y a un pouvoir que vous, prestataires, vous ne comprenez pas, c'est le pouvoir du renoncement. Quand vous arrêterez de répondre à des appels d'offres
incohérent, pour rester poli, là, vous prendrez le pouvoir. Là, il n'y a pas une compagnie aérienne qui se dit « je vais acheter un avion à 20 000 €». Ça n'existe pas. Donc, pourquoi, dans le monde du FM, j'ai quelqu'un qui finalement se dit « je pourrais me payer une BMW avec le prix d'une Dacia ». J'ai rien contre BM et Dacia, peu importe. Puis quelquefois, j'imagine qu'il y a des BM qui coûtent moins cher que les Dacia. Mais voilà, on voit bien que ça ne correspond pas aux mêmes besoins. Alors, attention, l'exemple n'est pas reproductif, parce qu'on est dans le service, on n'achète pas des produits. Donc voilà les deux dimensions où nous, donneurs d'ordre, on vous attend. J'ai été très surpris dans ce métier, modestement, que nous, donneurs d'ordre, et à l'occasion de plusieurs appels d'offres, et y compris à l'étranger, en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, c'était nous, modestement Thales, qui disions et qui expliquions l'offre que nous attendions de la part des prestats. Les prestats étaient extrêmement passifs. Extrêmement passifs. Si vous voulez sortir de la seringue infernale, du prix subi, si vous voulez sortir de la seringue infernale du marché subi, c'est un point de levier. Et je terminerai par là. Le vrai sujet restera, et surtout en France, au regard de certaines pudeurs ou difficultés, l'œuvrant. Vos œuvrants subissent le métier. Vos œuvrants, tant qu'ils subiront le métier, il n'y aura pas de performance. C'est infaisable. On voit les turnovers et autres. Tout à l'heure, j'expliquais que peut-être que la responsabilité des donneurs d'ordre, c'est aussi de participer à cette fidélisation des œuvrants. Mais non pas au titre d'une annexe 7 sur le site chez le client, mais auprès de son employeur. Donc comment on s'organise tous ensemble au titre de la profession? Parce que là, les pouvoirs publics nous attendent. Je travaille beaucoup avec les pouvoirs publics. Ils nous attendent. Ils disent, mais allez-y, qu'est-ce que vous avez à proposer? Organisez-vous pour que nous fidélisions nos œuvrants. Ouais, il y a plein de choses là-dedans, Nicolas. Moi, je dirais simplement une chose. Pour sortir de la spirale prestataire de services, donneur d'ordre, déjà, il faut qu'on arrête de s'appeler comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra déjà qu'on commence par ça. Et je me dis que j'avais un jour un bureau d'études qui était venu voir en prestation. Je venais faire de la prestation de service en fait chez un client. Et il m'a dit, le jour où tu me diras que tu peux pas me prendre et que tu as 3 mois de délai avant de me prendre, je saurai que ton offre elle est sérieuse. Je pense qu'il va falloir qu'on inverse un peu notre dispositif et qu'on fasse en sorte que par la modélisation de nos offres et les prestations de services qu'on offre, on soit en capacité à intéresser les donneurs d'ordre et pas simplement à subir la demande. Et c'est d'ailleurs paradoxal parce que vous dites qu'on subit la demande, mais en même temps, vous nous demandez de vous fournir des informations sur ce sujet. Donc c'est bien une problématique, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer en fait ce qu'on pourrait faire parce que quelque part, vous nous l'imposez. Enfin, c'est comme ça qu'on le comprend. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, on ne va pas faire pleurer. On sait qu'on a des freins par rapport à l'externalisation, sur la fidélisation, sur la compétence. On sait très bien que vous demandez de la flexibilité. Vous nous demandez de plus en plus de flexibilité dans nos métiers. On n'est plus sur des contrats forfaitaires. On n'est plus sur des contrats où l'agent de sécurité doit faire que de la sécurité, l'hôtesse d'accueil doit faire que l'accueil. Et vous aimeriez qu'un jour, un agent de sécurité fasse de l'accueil, de temps en temps en tout cas, plutôt le matin ou tard le soir, mais que globalement, on soit un peu optimisant par rapport à ça. Manque de bol. On a des freins par rapport à ça, qui sont des freins réglementaires que vous connaissez évidemment. Si vous pouvez nous aider par rapport à ça, à faire valoir, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les pouvoirs publics, à faire valoir ces contraintes et à les organiser de façon performante et à nous aider en fait à rendre de la flexibilité tout en maintenant de l'emploi, moi je suis preneur. Voilà. Oui, et puis juste pour compléter ce que dit Eric, je suis en phase avec vous sur ce droit au renoncement qui est pour moi encore trop peu utilisé, parce que ça permettrait, je pense notamment aux entreprises, enfin aux différentes entreprises, parfois d'affirmer leur singularité, leurs expertises propres sur certains marchés. Ça pourrait être une solution assez bête. Pour la partie œuvrants qui subissent le métier, là à nouveau je vous rejoins. Il y a des choses qui ont été mises en place. Vous avez tous entendu parler du travail en journée si on ne parle que du nettoyage. Et là, je rejoins Eric parce que nous, quand on arrive avec le travail en journée, qui est censé donc remettre l'œuvrant dans des horaires de travail plus agréables, c'est plus cher. C'est plus cher et du coup, derrière, quand on arrive avec l'offre travail en journée, parce que c'est mieux pour tout le monde, vos occupants, ils vont avoir le contact avec madame ou monsieur du nettoyage qui pourra connaître leurs besoins, leur rythme de journée, pour pas les déranger, pour au contraire être là s'ils veulent plus de contact. Et tout le monde est d'accord sur le principe et quand il faut, entre guillemets, accepter le coût, là on revient sur le coût de ce déploiement, c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il y ait de la mauvaise volonté, c'est juste qu'on est à nouveau rebasculé dans des problématiques d'optimisation budgétaire.
Excusez-moi, il va être temps de conclure. Honnêtement, il nous reste 2 minutes grand maximum. Après, il va falloir qu'on libère. On est d'accord. Mais là, c'était juste pour dire, c'est le frein. Mais on est tout à fait d'accord. Et moi, je valorise. Jérôme, rapidement, vous voulez dire quelque chose? Pour reboucler avec le thème du coworking, je pense qu'il y a moi j'ai juste une remarque, c'est que le coworker, sa chance à lui, c'est qu'il a un bâtiment sur 9, 12 ans, 15 ans, et qui peut organiser ses équipes avec cet horizon de temps. Le FMR, lui, il est là pour 3 ans, plus 1, et qu'il se sent déjà mal à l'aise quand il a réussi à déployer son contrat difficilement, et il se sent sur la sellette. Alors que le coworker, il a cet avantage-là qu'il peut fidéliser parce qu'il sait qu'il sera là, modulo les questions qui se posent concernant son modèle économique, mais il sait qu'il sera là dans 9 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, parce que je crois qu'il signe pour 20 ans par endroit. Voilà. Et ça, c'est, je pense, beaucoup plus facile de rendre fier, de fidéliser et puis de progresser. Voilà. C'est sûr. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. La matinée, du coup, touche à sa fin. Merci encore une fois à tous nos intervenants et nos partenaires. Pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, je vous invite à lire notre numéro spécial FM qui vous a été remis au début de la matinée. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine avec 3 nouveaux rendez-vous. On aura un Lab IMO en mars 2020, un lab dédié au fooding en juin, et nous pouvons d'ores et déjà aussi vous donner rendez-vous pour un 4e Lab FM en novembre 2020. Voilà, si vous souhaitez poursuivre les échanges, nous vous invitons autour d'un verre et d'un cocktail déjeunatoire juste à côté. Merci à tous.